Bonsoir à tous. Merci d'avoir été patient et de nous rejoindre dans ce live, malgré que nous soyons, n'est-ce pas, un peu dérangés par ce match d'anthologie du Real contre le Barcelone. Les supporters de Real, ça ne se passe pas très bien pour vous pour le moment, mais vous pouvez venir vous, n'est-ce pas, vous réconforter en écoutant ce live aussi instructif que, n'est-ce pas, jouissif. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons la chance de recevoir un influenceur qui se nomme La Relance dans ce live particulier avec cet influenceur, n'est-ce pas, qui défraie la chronique sur la toile avec des prises de parole tonitruantes, n'est-ce pas, et qui, n'est-ce pas, nous emmène à réfléchir, à nous poser la question et à allumer nos cerveaux. Monsieur James La Relance, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous présenter concrètement? Bonsoir, Monsieur Perfecto. Bonsoir aux amoureux du Real, de Madrid et de Barcelone. À tous ceux qui sont en train d'éteindre leur cerveau pendant que d'autres sont en train de s'enrichir. Si on me demandait de me présenter aujourd'hui, je dirais à tous ceux qui me suivent que je suis le marteau du cerveau. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui pense que le doute est la clé du succès. Si on remet en question toute chose, alors on a l'opportunité de pouvoir voir plus loin. Mais si on n'apprend pas à remettre en question des choses, on se limite au niveau de notre nez. Donc en quelque sorte, la relance, c'est réfléchir. Ok, la relance, c'est réfléchir, c'est la réflexion. On nous viendra. Tout au long de ce live, vous allez réfléchir. Soyez sûrs. Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur les réseaux sociaux? Quel a réellement été le déclic? Quelle a été l'étincelle qui vous a poussé à vous lancer sur les réseaux sociaux? Et, n'est-ce pas, pouvez-nous dire en quelques mots votre parcours? Vous avez la parole. On dit habituellement que un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Lorsque un vase se remplit, il faut commencer à transmettre pour que ça ne puisse pas véritablement nuire. Le cerveau s'est énormément rempli et la connaissance a commencé à nuire. Parfois, je dis aux gens que je passe le savoir parce que je fuis la folie. Parce qu'à un certain niveau, j'ai beaucoup cherché dans ma vie, j'ai fait trop de recherches, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Je comprends aujourd'hui, en fait depuis plusieurs années, que la meilleure façon d'apprendre même encore plus, c'est de transmettre le savoir. Donc je me bats tous les jours à transmettre le savoir pour mieux apprendre. À transmettre le savoir pour vidanger mon cerveau. À transmettre mon savoir pour renouveler les muscles du cerveau. Donc, en quelque sorte, c'est pourquoi je me lance sur les réseaux. Ce n'est véritablement pas pour rechercher quelque chose, mais c'est d'abord pour ma fierté personnelle. Et maintenant, pour le bonheur des autres. Ok, vous parlez là de votre fierté personnelle. Ouais. Mais la question, n'est-ce pas, qui venait à l'esprit, c'est quel est votre parcours professionnel? Sur quoi est-ce que vous vous basez, n'est-ce pas, pour dire que vous allumez les cerveaux des gens? Parce que certaines personnes peuvent dire, sur la toile, on retrouve du tout et du n'importe quoi, des personnes sans qualification qui se prétendent être des trucs qui ne sont pas. Et qui n'ont que, par exemple, le talent de l'art oratoire pour séduire les personnes comme des pasteurs des églises réveillées pour se renflouer les poches. Monsieur Jérôme, quel est votre background intellectuel? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour vous appeler La Relance, pour être coach, pour parler d'amour, de physique, d'investissement et tout ce qui va avec? En quelque sorte. Lorsque j'utilise... Êtes-vous un arnaqueur ou un pasteur, un bonnier mondial? Quelle est votre qualification personnelle? Évidemment, je suis un anarcheur, mais l'anarcheur du cerveau. Je suis un anarcheur de la réflexion. Malheureusement, je dis souvent aux gens que la société nous a transformés. Et c'est une malédiction qu'on ait créé l'école. Parce qu'au départ, plus jeune, je croyais que l'école, c'était quelque chose véritablement de très important. Mais avec le temps... Vous venez de dire. Je dis qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que l'école est une malédiction. Dans cette malédiction... Attendez, monsieur. Parce que là, vous avez demandé mon background.
Dans cette malédiction qu'on appelle l'école, j'ai quand même 2 masters derrière. Ça, ce sont des papiers qui ne me servent absolument à rien. Peut-être un jour, ça va servir. J'ai un master en psychologie. J'ai un master biomédical. Je ne marche pas avec ces papiers-là. Je crois même que ce sont des bouts de choses. Parfois, je vais les utiliser. Parfois, il y a une fois, je me rappelle une fois sur Internet, il y a une influenceuse qui m'a incité. Je suis parti sortir ça, j'ai affiché. J'ai quand même passé beaucoup d'années en Ukraine à étudier. Donc, tout du moins, si ce n'est que pour des diplômes, il y en a. Si ce n'est que pour ces papiers, il y en a. La seule chose que je valorise véritablement dans ces papiers, c'est la psychologie, parce que là-bas, j'ai pu découvrir le sens de la réflexion plus profonde et la connaissance de l'être humain. Ça, j'ai eu ça même par hasard. Je me suis retrouvé en train de faire un master en psychologie juste par hasard, comme ça. Aujourd'hui, j'ai aimé, j'adore et voilà la relance. Donc, s'il faudrait véritablement vérifier mon background, je pense qu'au niveau des papiers, c'est là. Mais au niveau des actions, jugez vous-même par rapport à ce que je poste. Est-ce qu'il y a des résultats? D'accord. Les résultats, n'est-ce pas, ce sont vos internautes, les personnes qui vous suivent et les personnes que vous pouvez témoigner de cela. Alors, s'il y a des abonnés de M. Jérôme qui nous suivent sur ce live particulièrement, ils peuvent mettre en commentaire l'expérience qu'ils ont de lui, n'est-ce pas, la pertinence des propos qu'il a, n'est-ce pas, à dire chaque fois sur les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Jérôme, vous avez dit, vous venez d'Afrique, vous avez parlé d'éducation. J'aimerais savoir quelle est l'influence réelle, l'impact que votre passé d'Africain a sur votre ligne, n'est-ce pas, votre niche sur Internet. Est-ce que cela influence réellement? Est-ce votre manière de penser et la manière de vivre? Très bonne question, hein? J'aime bien cette question parce que dans beaucoup de mes thématiques, je parle de l'éducation des enfants. L'éducation est la source fondamentale de la fabrication d'un être humain. Un enfant qui a grandi dans un mauvais environnement ne reflète que son environnement dans la vie. Mon passé aujourd'hui est un enseignement parce que il y a des vidéos, il y a des choses que je fais. Je tire ces exemples des échecs de mes parents, de mes tantes, de mes amis, de mon village. Je tire ces vidéos de mes propres expériences, de mes échecs. Il y a parfois, je peux venir ici, je vous parle peut-être d'une grossesse indésirable. C'est parce que j'ai vu peut-être une fille dans le passé vivre cela. Donc forcément, mon environnement, ma vie du passé, qui n'a vraiment pas été facile, parce qu'il faudrait préciser qu'il n'a vraiment pas été facile, il y a un côté assez important, parce que les internautes en ont peut-être besoin. On me voit parfois parler très fort contre Jésus-Christ. Qu'est-ce qui me fait parler de Jésus-Christ comme ça aujourd'hui? Ce qui me fait parler de Jésus-Christ, par exemple, aujourd'hui, c'est parce que, non, attendez, vous pouvez poser votre question, hein, mais je voulais mieux éclairer si ça pouvait être utile. Donc, lorsque je poursuis... De manière concrète, ouais. Est-ce que votre passé, n'est-ce pas, d'Africain, votre vie d'Africain, votre mentalité africaine a une influence sur vos propos et votre manière d'agir sur la toile? Si oui, comment? Je ne pense pas, hein. Africain, non. Je ne dirais pas africain, parce que je dirais citoyen du monde. Parce que ce sont mes expériences dans le tour du monde. Parce que mes expériences africaines, véritablement, je ne les ai pas. Pourquoi je ne les ai pas? Parce que mon cerveau a été embrouillé à la jeunesse avec les églises de réveil. Donc, je me suis découvert très tard. J'ai découvert qui j'étais très tard. Cette culture africaine, véritablement, avec mes parents, je n'étais pas dedans parce que nous étions malheureusement dans des églises de réveil et très profondes. Donc, à cette question, vraiment, cette culture africaine, aujourd'hui, moi, j'apprends plus la culture africaine. Mais dans mon enfance, je n'ai pas vécu la culture africaine. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Jérôme, je suis allé sur votre page en préparant cette émission et j'ai vu que vous vous positionnez comme coach en développement personnel
Oui. Psychologie, relationnelle, Tout ce qui est émotionnelle. psychologie, hein. Oh, ok. Tout ce qui est psychologie. La psychologie d'affaires, psychologie de vie, psychologie de science, tout ce qui est psychologie. Tout ce qui englobe le monde de vie de l'être humain. Vous ne pensez pas que ça fait un peu beaucoup pour un seul homme et en plus avec des connaissances professionnelles un peu, que je dirais, n'est-ce pas, non justifiées? Ça fait non justifié parce que je ne présente pas les diplômes. C'est ça? Vous voulez que j'entre là, je parte sortir ces bouts de papier inutiles et que je vienne vous les présenter? La vie ne s'arrête pas sur un bout de papier, j'en ai des tonnes. Mais les œuvres, là où je parle, est-ce qu'un docteur peut parler? Je parle à des endroits, les médecins qui ont quelques années, 14 ans après, le bac, qui ne peuvent pas parler. Ou par exemple, dans une société comme là où je suis en train de parler là. Mais vous ne trouvez pas que TikTok, c'est un endroit où tout le monde peut s'exprimer à la latitude? Ah, TikTok. Tout le monde a la capacité d'allumer la caméra et de pouvoir passer le savoir. Et sans toutefois mettre le là. Ce n'est pas le doute. Je n'ai pas peur de ça. Ce qui me dit que c'est pas seulement à ce niveau-là. Faire des vidéos, je fais des vidéos tous les jours. Minimum 4 vidéos. Depuis pratiquement 4 à 5 ans. Qui peut le faire? Les idées, il ne va pas perdre les idées. Je ne perds pas des idées. Tous les jours, je suis inspiré. C'est des questions à se poser. Il y a des médecins qui sont là, ils sont canalisés, ils connaissent. D'ailleurs, on spécialise. Moi, je ne spécialise pas mon cerveau. Mon cerveau est ouvert. Lorsqu'on parle de psychologie, la psychologie va quoi? Ça étudie l'homme dans son ensemble et dans son environnement de vie. Ce qui veut dire que c'est trop global, c'est trop ouvert pour pouvoir parler de psychologie. Si quelqu'un qui parle de psychologie, il reste canalisé sur quelque chose, c'est un con, quoi. Il n'y a pas autre chose qui soit meilleure dans cette vie que la psychologie, parce que en psychologie, vous pouvez parler de tout. Tout. En psychologie, on peut parler de tout. C'est sur ce mot, n'est-ce pas, monsieur Jérôme, sur la relance, que j'aimerais vous demander si aujourd'hui, je viens vers vous pour une consultation. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter concrètement? Quel est le plus que vous pouvez apporter à ma vie? Qu'est-ce qui vous différencie des autres personnes qu'on trouve sur la toile? La première chose sur les réseaux sociaux, pour ceux qui m'écoutent, depuis des années, je ne vends pas de livres. Je ne vends pas de livres. Est-ce que ne pas vendre de livres fait de vous quelqu'un de particulier? Allons-y tout doucement. Quelqu'un de sérieux? Allons-y tout doucement. Oui. La première des choses, c'est que lorsqu'une personne vient vers moi, je m'adapte à la personne pour pouvoir résoudre son problème. Ce n'est pas moi qui résous le problème. La personne qui vient vers moi, j'utilise ce que la personne a pour l'aider à résoudre son problème. Si vous avez étudié un peu de philosophie, vous allez comprendre ce que c'est la maïeutique. Amener une personne à découvrir ses propres compétences, ce qui veut dire que je ne canalise qu'une personne à se découvrir soi-même. Alors, lorsqu'une personne vient vers moi, je l'aide à se canaliser. Je l'aide à découvrir qui elle est. Je n'ai pas besoin de te dire que prends le livre... C'est ce que la plupart des charlatans qu'on retrouve sur la toile disent. Vous êtes d'accord avec moi? Sont les charlatans de la toile, est-ce qu'ils ont la compétence de la relance? Moi, je le fais, je parle en live. Que quelqu'un qui est déjà venu chez moi pour faire peut-être une consultation, que ce soit, je dis bien dans n'importe quel domaine. Il y a des domaines où je sens que je suis incompétent. La personne arrive vers moi, je dis à la personne, ici je ne peux pas. Je peux vous prendre un exemple. Il y a des gens qui sont venus chez moi dernièrement. J'avais fait une vidéo sur les sectes pernicieuses. Il y a des gens qui sont venus vers moi dans une vision... Monsieur James, vous voulez dire que des gens qui étaient dans des sectes vous ont contacté? Je n'ai pas dit les gens qui étaient dans des sectes, mais j'ai dit il y a des gens qui voulaient entrer dans des sectes. Moi, j'avais fait une vidéo en disant qu'on ne peut pas avoir l'argent à un certain niveau sans toutefois entrer dans des sectes. Il y a des gens qui sont quittés, qui sont venus dans mon inbox pour pouvoir prendre des consultations afin de rentrer dans les sectes. Mais je suis jamais entré dans des sectes pernicieuses. Je suis dans des sectes.
Mais je suis jamais entré dans des sectes pernicieuses. À leur niveau, je les ai amenés à découvrir qu'ils étaient capables de pouvoir entrer dans les sectes qu'ils rêvaient. Mais si c'était des sectes pernicieuses qu'ils étaient en train de rêver, je n'avais pas la compétence de ça. À ce moment, je ne peux pas le guider. Donc, il y a des dimensions que je ne peux pas parce que je n'ai pas la connaissance de ça. Chaque chose où j'ai la connaissance, je te guide et je te canalise à te découvrir. Ok. Pourquoi aujourd'hui vous installez sur les réseaux sociaux, sur la plateforme TikTok? Trouvez-vous que c'est un moyen sérieux de communiquer, de parler de votre soi-disant talent en tant qu'influenceur et quoi? Qu'est-ce que l'ère du numérique apporte, n'est-ce pas, vous apporte à vous, qui vous inscrivez dans cette science ces sciences de développement personnel et des coachings et tout ce qui va avec? Quel est l'apport de TikTok? Vous faites de l'argent sur TikTok, autrement dit. Il n'y a rien sur TikTok. Le mois passé, j'ai eu 70 €. C'est l'argent. C'est l'argent pour ceux qui me connaissent. Je suis coiffeur professionnel. Ce qui veut dire qu'une tête de dreadlock, c'est 20 minutes, 30 minutes, j'ai les 100 € là. Donc ça, c'est pas ça. J'aime seulement parler du côté de coiffeur professionnel pour pouvoir démontrer que les réseaux sociaux ne rapportent absolument rien à l'homme que je suis. J'aime que parler véritablement de l'action directe de la relance. Après, on vous retrouve aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, YouTube et autres. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. De tout cela de manière générale. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Très bientôt, on va me retrouver sur Spotify. Très bientôt. Chanteur? On n'a pas besoin. Je fais des podcasts assez inspirants. Je fais des audios qui élèvent l'esprit. Donc, on n'a pas besoin d'être chanteur. On a besoin de mettre des podcasts éducatifs. Je vais prendre un exemple. Pourquoi je vais, par exemple, sur Spotify. Je ne vends pas des livres. Mais je peux avoir des communications qui peuvent être globales sur certains domaines. Par exemple, aujourd'hui, j'ai donné une communication sur le métissage. Pourquoi ne pas faire un enfant métis? Les avantages, les inconvénients. Ça, je peux le faire en audio. Ce sont des trucs que les gens écrivent dans les livres. J'ai pas le temps à écrire des livres. Mais je te présente d'une façon globale. Si tu as besoin d'une consultation un peu plus approfondie, tu viens en inbox. Mais d'une façon globale, je le fais en audio. Et là, tu vas écouter. C'est mieux. C'est ma façon de voir. S'il faudrait écrire des livres, peut-être sont les audios que j'écrirai et ça va devenir des livres. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des livres MP4, MP3. Ok, concrètement, jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Concrètement, qu'est-ce que les réseaux sociaux vous apportent dans votre vie de tous les jours? La fierté, en premier. La fierté. Quel type de fierté? Il y en a plusieurs. La fierté de partager le savoir. Je vous ai dit, en premier, moi, je suis sur des réseaux pour partager le savoir. À un certain temps, pour mieux acquérir du savoir, il faudrait apprendre à partager le savoir. Si je ne partage pas le savoir, je m'embrigade. Et j'ai pas besoin de m'embrigader. J'ai besoin d'un cerveau qui fonctionne, qui tourne, qui découvre. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'interview avec vous. Derrière les questions que vous allez me poser, après, je vais me remettre en question. Si je trouve que j'ai mal répondu à vos questions, demain, quand vous viendrez encore en interview, je serai une autre personne. Parce que j'aurai appris. Dans les réseaux sociaux, derrière les insultes, parce qu'il y a des insultes qui sont ici, hein. Vous savez, sur Internet, quelqu'un m'a insulté que j'avais pas les dents blanches. Je suis parti me regarder sur le miroir pour bien voir si véritablement mes dents étaient blanches. Vous pouvez imaginer, ce qui me dit que Internet de permanence me permet de me remettre en question. Et plus je me remets en question, plus je me développe, plus je m'accrois. Ouais. Cela se vaut, ce sont des paroles qui méritent réflexion, qui, n'est-ce pas, le poussent, n'est-ce pas, le cerveau allumé. Monsieur James La Relance, aujourd'hui vous êtes sur la toile, avec une prise de contrôle multiple, vos coups de gueule, vos coups de sang, vos buzz, vos marteaux du cerveau. Est-ce que cela n'a-t-il pas un impact sur votre vie personnelle? Autrement dit, est-ce que cela affecte votre vie de tous les jours avec votre couple, votre épouse et confort? Il y a une chose, c'est que je suis la relance. C'est-à-dire? La relance, quand vous le voyez, il est imperturbable. Lorsque tu me rencontres sur le chemin, il faut savoir que tu as rencontré l'homme. Et il faut connaître l'homme. La première des choses que je vais aussi dire, c'est que
La relance, il y a la relance sur les réseaux sociaux et il y a une autre personne qu'on appelle Jérôme qui est à la maison. C'est deux personnes totalement différentes. Sur les réseaux sociaux, même si tu es mon père, tu me rencontres sur les réseaux sociaux, il faut considérer que tu as rencontré la relance. Il va relancer ton propre père. D'ailleurs, sur Internet, j'ai déjà relancé mon père. Lui-même, il a compris qu'il a rencontré quelqu'un. Mais à la maison, il a son fils qui est Jérôme. Donc, ça ne peut pas affecter ma vie. Il est vrai, sur les réseaux sociaux, j'ai eu malheureusement une fois, je suis venu une fois avec Jérôme sur les réseaux sociaux. Et lorsque je suis venu avec Jérôme sur les réseaux sociaux, malheureusement, on a touché Jérôme. Et ça, on a ressenti que Jérôme a été touché lorsque je suis venu avec Jérôme sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaye véritablement, j'invite toujours des gens à faire cette différence entre la relance et Jérôme. Et lorsqu'une personne vient dans ma consultation, la plupart des temps, après un certain temps de travail, c'est là où la personne découvre qui est Jérôme. Mais sur les réseaux sociaux, le marteau, ça ne lâche personne. Monsieur Jérôme James Larelance, le marteau des réseaux sociaux. C'était, n'est-ce pas, la première partie de cette émission qui consistait un peu à présenter le personnage, de savoir qui il est réellement, ses ambitions et ce qu'il apporte sur les réseaux sociaux en général. Alors, tout à l'heure, nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission qui va consister à parler de la diaspora et des problèmes que peut rencontrer tout immigré africain en Europe. Monsieur Jérôme, je vais commencer par vous dire bonne année. Bonne année à vos internautes. Et combien d'argent vous avez envoyé au pays? À la famille, pour la bonne année. La relance, malheureusement, on ne le souhaite pas bonne année. Ouais. Mais comme c'est un début avec vous, on va vous inviter à nous accompagner à réussir notre année 2025 afin que, au début d'année 2026, c'est nous qui venons vous remercier et vous dire, Monsieur Tony Record, merci de nous avoir accompagnés durant l'année 2026. Nous voici, on a fait tes résultats derrière votre apport. Souhaiter bonne année à une personne, ça n'a aucune valeur, aucune importance. On accompagne une personne à réaliser son année. Okay. Donc vous voulez dire, tous ceux qui passent le temps à souhaiter bonne année aux autres, sur les statuts, à la famille, et tout ça, ce sont des idiots. Ce sont des gens qui n'ont pas... Des vrais connards. Ils ne sont même pas idiots. Ils sont connards. Parce que c'est dans ce type-là, c'est dans ce moule qu'on nous a mis. On est devenus des vrais cerveaux éteints. On a éteint complètement nos cerveaux avec ça. On a éteint nos cerveaux. Tu vas souhaiter bonne année à quelqu'un. Bonne année à toi. Ça va l'aider à quoi? Violent là, vos propos ne sont-ils pas un peu très violents? Il n'y a aucune violence dans ce que j'ai dit. Aucune violence. La première des choses que je fais sur les réseaux sociaux, c'est ramener des gens à se poser des questions. Lesquelles? En cette nouvelle année, j'ai souhaité bonne année à ma famille, à mes proches. Bonne nouvelle année à mes proches. Quelle question voudrais-tu me ramener à me poser? La question que j'aimerais te poser, Monsieur Tony Record, vous avez souhaité bonne année à vos proches. Ça leur apporte quoi? Rien. Si ce n'est peut-être de bonnes intentions. Vous comprenez donc? Vous allez souhaiter en fin d'année, en début d'année, vous souhaitez bonne année à une personne. Durant toute l'année, vous êtes incapable de l'appeler pour lui demander comment tu vas. Tu attends le 1er janvier, l'année prochaine, ça vient encore, tu souhaites encore bonne année. Il s'agit là d'un autre cas de figure. Dans l'entame de mes propos, je vous ai demandé combien d'argent vous avez envoyé au pays pour les fêtes. La fête, c'est tous les jours. Les gens qui fêtent par occasion, ce sont également des vrais connards. Vous comprenez? Les gens qui fêtent par occasion, qui attendent un jour pour pouvoir fêter, ils ne vivent pas la réalité, le bonheur de la terre. Moi, j'attends pas des occasions pour pouvoir fêter. Je vis les réalités. Chaque fois que je mets un pas devant et que je suis fier de moi, parce que ma fierté, c'est moi. Ce n'est pas la fierté de l'environnement. Vous comprenez? Si vous attendez qu'on va dire que demain c'est le 24, et tu commences à chercher les poules, à chercher les porcs pour aller fêter, tu es un vrai cerveau éteint. Et ça, ce sont des moules du business. Moi, c'est ce que j'enseigne aux gens en psychologie.
créer des moules pour pouvoir se faire de l'argent. À l'heure actuelle, vous êtes habillé avec un pagne respectable de l'Ouest Cameroun. Mais ce pagne n'a pas de valeur que Louis Vuitton. Pourtant, il est un pagne d'une certaine grande valeur. Mais tellement on a mis une énergie sur Louis Vuitton qu'aujourd'hui, tout le monde, quand il porte Louis Vuitton, il ressent que ça marche. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire si vous venez vers moi avec ce pagne? Je vous enseigne à mettre une énergie derrière votre pagne pour que ça devienne quelque chose qui va passer. C'est pour ça qu'à l'Ouest Cameroun aujourd'hui, on a donné par exemple une petite valeur aux funérailles. Et lorsqu'on sait qu'il y a les funérailles, on impose peut-être les tenues d'apparat qui peuvent être ce type de tenue. C'est un business qui est créé, ça permet de vendre ces pagnes. Vrai ou faux? Vrai. Alors, donc créer la fête, c'est pour que d'autres personnes puissent gagner. Nous avons passé 24, 25 décembre. Qui ont gagné derrière? Ce ne sont pas les Chinois? Quel est l'Africain qui a gagné derrière? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Après, n'est-ce pas, les fêtes de fin d'année, ce sont des fêtes où le marché se développe à tous les niveaux. Quand vous dites que les Chinois ont gagné, on a des exportateurs qui ont aussi gagné. On a des petits revendeurs qui ont gagné. On a des petits commerçants qui ont gagné. On part du plus petit au plus grand. Chacun trouve son bénéfice selon l'échelle auquel il investit. Donc, le gain est microlithique pour eux. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, qualifier la fête de Noël de fête chinoise. Ce serait un peu un abus. Alors, moi, en vous posant la question, combien avez-vous envoyé au début d'année? C'était, n'est-ce pas, pour dire le thème. Faut-il envoyer, la diaspora doit-elle envoyer l'argent à la famille, au pays? Bonsoir pour tous ceux qui nous regardent. Nous entrons pleinement dans le vif du sujet. La première question ici que j'aimerais poser à James, c'est, devons-nous, nous qui vivons à l'étranger, envoyer de l'argent à nos familles, au pays? Si oui, à quelle fréquence? Sinon, pourquoi? Vous avez utilisé le mot famille. Hein? Faut savoir scinder ça. Parce qu'il y a la famille. On va un peu plus aller plus loin. À nos proches, rester au pays. Nul n'est esclave de l'autre. Tu n'as pas obligation d'aider ton père. Aucun enfant sur cette terre n'a obligation d'aider son père. Non, mais laissez-moi finir. Aucun enfant, laissez-moi finir. Aucun enfant sur cette terre n'a obligation d'aider son frère. Aucun enfant sur cette terre n'a obligation d'être l'esclave de sa tante. Mais là où vous êtes, vous avez obligation de prendre soin de vos enfants. Ce qui veut dire que si on va dans le sens de la famille, et on me demande, est-ce que tu as pris soin de ceux dont tu es parti prendre plaisir? Tu les as mis au monde? Je dirais oui. Mais mes parents, c'est une reconnaissance de prendre soin de mes parents. Ce n'est pas une obligation. Alors la diaspora n'a aucune obligation d'envoyer 5 francs à leur frère, à leur père, à leur mère. Chacun est responsable. Si tu aimes trop ton frère, va aider ton père. C'est que aie une reconnaissance pour ton père. Et quand tu as la reconnaissance pour ton père, il prend maintenant, il aide son frère. Le jour que ton père partait prendre le plaisir, tu étais là, tu l'avais envoyé. Pourquoi assumer ça? Tu n'as aucune obligation d'assumer ce que ton père a fait. Si ça l'a dépassé, il vient, il te demande, il te dit que mon fils, je vous ai mis au monde, mais ça m'a dépassé. Est-ce que tu peux m'aider? On aide nos parents par reconnaissance, pas par obligation. Mais on aide nos enfants, on supporte nos enfants par obligation. Jusqu'à un certain âge. Ok. Vous supportez par obligation jusqu'à un certain âge. Alors, ouais. Moi, dans mon entourage, chaque jour, je rencontre des personnes qui ont ce stress-là d'envoyer l'argent au pays, qui travaillent et pratiquement tout ce qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à manger un petit sandwich dans un restaurant. Ils disent non, je dois envoyer tel montant pour aider ou subvenir aux besoins de tel ou tel ou tel. Vous voulez me dire à travers vos propos qu'ils sont égarés, qu'ils sont dans le faux, qu'ils sont perdus? Qu'ils assument leur position d'esclave. Vous savez... Esclave, c'est un bien grand mot. Comment ça, esclave? Est-ce que vous pouvez développer?
Il y a des parents, on ne fait pas des enfants pour s'enrichir derrière les enfants. Hein. On fait des enfants pour transmettre la connaissance à ses enfants. On ne fait pas des enfants, ils ne sont pas des porte-monnaie magiques. Les enfants ne sont pas. Il y a des parents qui se lèvent aujourd'hui, ils sentent qu'il est en train de rater sa vie, ils commencent à mettre la pression sur son enfant. Il y a des filles qui ont voyagé, qui sont en Europe. Au lieu de commencer à penser à construire leur vie aujourd'hui, elles ont voyagé, elles ont 22 ans, 23 ans, 25 ans, prêtes pour le mariage. Mais en voyageant, papa lui a dit que si tu tombes enceinte, je vais te maudire. On met la pression aux enfants, on met la pression aux gens. De telle sorte que ces gens-là ne peuvent plus vivre leur vie. Quand ils vont échouer, ils seront la honte de leurs enfants. Ils ne seront pas la honte de leur papa. Hein. Ils seront la honte de leurs enfants. Donc, dites aux parents là, quand ton père t'appelle, tu lui dis que papa, tu as déjà vécu ta vie. Si tu as échoué, assume ton échec. Si je veux avoir de la reconnaissance pour toi, j'aurai de la reconnaissance parce qu'un jour, tu m'envoies à l'école. Et c'est une obligation qui t'envoie à l'école. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère avant que tes jours soient prolongés sur terre. Honorer, soutenir tes parents, tes frères et sœurs, lorsque tes parents n'ont plus la force de soutenir la famille, c'est une forme, c'est acquérir certaines bénédictions, je pense. C'est aussi une forme de reconnaissance morale à travers tous les sacrifices que les parents ont eu à faire pour vous. Comment pouvez-vous dire qu'il ne faut pas envoyer l'argent en Afrique? Que c'est être esclave? Avez-vous téléphoné votre père pour venir au monde? Non. N'est-ce pas, le jour qu'il partait te faire, il est parti, il a acheté le champagne, il a acheté les fleurs, il est entré dans la chambre, il a concocté sa femme, il a embrouillé, il a même menti. Après, il a enceinté. Tu l'as appelé? Tu ne l'as pas appelé. Il assume ses responsabilités. C'est ça la loi de la vie. Chacun doit apprendre à assumer ses responsabilités. Il n'y a aucune reconnaissance morale. Un enfant n'a pas droit d'avoir des reconnaissances morales avec son père. C'est une éducation qu'on a mis dans nos têtes pour qu'on puisse accepter ça et qu'on soit éternellement esclave de nos parents. Nous ne sommes pas obligés. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la diaspora, les jeunes qui sont là, je leur apprends une chose, battez-vous sur tous les hommes. Battez-vous à ce que, pendant votre vieillesse, vous puissiez avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vos enfants viendront vous manquer le respect. Donc si tu travailles aujourd'hui à prendre soin de tes parents qui n'ont pas pris le temps de prendre soin de leur vie, il faut te rassurer que tes enfants vont te manquer le respect demain. Tu es parti, tu as pris ta femme, non? Tu as pris le plaisir, non? Tu as dit bébé, bébé, tu as poussé, non? Ouais, c'était bon. Assume. Ton père l'a fait hier. Il a échoué dans sa vie. Si tu as pitié de lui, tu as pitié juste. Tu n'as aucune obligation. Mon père peut être dans la vie, c'est comme ça qu'il m'a éduqué. Je n'ai aucune obligation. Je n'ai que la reconnaissance que je me lève comme ça. Je dis que, oh, le vieux là, vraiment, moi, ça me fait honte. Parce que je dis une chose, ça va me faire honte. Qu'on dise que mon père est pauvre et j'ai l'argent. À ce moment, je peux prendre de l'argent, je soutiens mon père, mais je n'ai aucune obligation à le soutenir. Donc, c'est un peu ça, ce sont des questions. Aujourd'hui, c'est de la... On a lavé les cerveaux des gens avec cette éducation. Ça n'a aucun sens, aucune obligation. Si tu as raté ta vie, ton père a raté sa vie, il a raté. Il assume ça à la vieillesse. Bats-toi aujourd'hui dans ta jeunesse. Tu comprends? Bats-toi aujourd'hui dans ta jeunesse pour que tes vieux jours, tu ne puisses pas dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de toi-même. Ok, d'accord. Tout le monde doit dépendre de soi-même. Quand vos pères va conçu, quand les parents conçoivent leurs enfants, ils ne passent pas un coup de fil en avance. Les enfants ne sont pas au courant. Et alors, s'ils se mettent à, n'est-ce pas, envoyer quoi que ce soit à leurs parents, c'est une forme d'esclavage. Alors, dans cette pensée, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un risque sur la réussite professionnelle et personnelle dans la vie active? Ouais. Ils passent le temps à envoyer l'argent au pays. Est-ce que cela a un impact sur leur vie personnelle?
la vie personnelle d'une personne qui envoie de permanence l'argent au pays. Oui. Si tu envoies cet argent par obligation, tu vas le payer devant. Parce que tu ne te planifies pas. Il y a une chose qu'il faut confirmer. Lorsque j'entrais en Europe, j'étais encore très jeune, hein? Ça fait à peu près, je crois, peut-être 13 ans. Hein? À ce moment, quand j'entrais, je pouvais entrer dans le chantier. Je soulève les choses dans le chantier. J'ai la force, l'énergie pour pouvoir avoir l'argent. Mais à l'heure actuelle, il y a un pied qui est parti. Est-ce que je ne suis pas déjà à moi pour pouvoir assurer ma vieillesse? Je suis à moi. Ce qui veut dire qu'une personne aujourd'hui qui se dit que j'aurai le temps demain pour pouvoir assurer ma vieillesse est en train de prendre le risque. Parce que tu te bats tous les jours à assurer le bonheur des autres. La première personne... Est-ce que, plus précisément, je suis un étudiant, je suis arrivé en Allemagne pour les études, mais à chaque fois, je me retrouve à faire des petits boulots pour envoyer l'argent au pays. Est-ce que cela peut avoir un impact sur ma réussite scolaire ou bien sur la vie? Pas petit, complètement. Complètement. Le cerveau doit être canalisé, concentré. Un cerveau qui pense, lorsque tu te lèves, hein, tu vas pour te battre pour résoudre tes problèmes. Hein? Tu es fier de toi. Mais lorsque tu te lèves pour aller te battre pour résoudre le problème de quelqu'un, ça te stresse plus parce que chaque fois que tu es en train de travailler, tu es en train de dire que je fais même tout ça pour envoyer l'argent à quelqu'un qui ne me sera même pas utile demain. Je fais même tout ça pour envoyer l'argent à quelqu'un. Ils ne font que m'envoyer les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de fatiguer ton système. Tu es en train de fatiguer ton corps. Le stress, lorsqu'il s'installe dans votre corps, vous savez que c'est la maladie que ça développe. Au niveau de votre école, bon, moi, j'aime pas parler de l'école, hein, parce que moi, j'appelle ça les mélanges. Si ce n'est que pour l'école, on connaît déjà que je suis dedans, mais je suis pas trop dedans. Donc, j'aime pas trop parler de l'école. Si la personne est venue en Europe, il a l'opportunité de trouver le canevas qui le mène vers le bon argent. Trouve le canevas qui te mène vers le bon argent. Si c'est l'école, ok, vas-y. Si c'est autre chose, vas-y, gagne ton argent. C'est ça l'essentiel, assure ta retraite. Donc, quelque part. Autrement dit, beaucoup d'étudiants qui sont venus ici, par exemple, dans le cadre de l'Allemagne ou bien à l'extérieur pour fréquenter, se retrouvent à ne pas finir les études parce qu'ils sont harcelés par la famille. C'est ce que vous voulez dire. Ou bien parce qu'ils se tuent à rendre la famille fière. Mais est-ce que le fait que on dise chaque fois que c'est la tontine qui t'a amené en Europe, que c'est tel oncle qui a vendu une parcelle de son champ pour que tu ailles en Europe, est-ce que cela n'est pas déjà une dette morale qui nous oblige à nous sacrifier pour rembourser déjà ces gens-là, leur rendre fiers à un certain niveau du fait que nous soyons ici? Parce que en fait, en général, on dit qu'on envoie un enfant à l'étranger, c'est un guerrier qu'on a envoyé au front. Après 18 ans, si votre père, votre mère continue à vous donner de l'argent, elle est en train de vous prêter son argent. Si après 18 ans, ton père te donne de l'argent, il est en train de te prêter son argent. Donc si on t'a pris, on t'a mis dans l'avion après 18 ans, on a cotisé cet argent, on t'a fait voyager, tu as obligation de rembourser cet argent. On ne te supplie pas. Quand on dit enfant ici, enfant ne veut pas dire plus de 18 ans. Parce que même scientifiquement, c'est prouvé qu'à un certain âge, jusqu'à 18 ans, tu es déjà capable totalement de pouvoir voler de tes propres ailes. Donc si tu continues à attendre de ton parent après 18 ans, tu dois rembourser tout ce qu'on te donne après 18 ans. Il a obligation de prendre soin de toi avant 18 ans. Mais après 18 ans, quand on a cotisé, on a mis 9 000 €. C'est une dette. Tu rembourses. Si on te dit que quand tu arrives là, mon fils, quand tu arrives là, tu as 2 ans, 1 an, tu rembourses la dette, tu rembourses ça. C'est une obligation. Si tu arrives, on continue à t'envoyer l'argent des beignets, c'est une obligation, tu dois rembourser ça. Mais après 18 ans, je dis bien avant 18 ans, ouais, tu appelles même ton père, tu le grondes de même, tu dis que, oh, Joe, c'est comment? Donne-moi mon argent. C'est comment? Il t'avait envoyé avant 18 ans. Il faut même parfois l'appeler, tu dis que Joe, c'est comment? Il t'avait envoyé. Quand tu prenais ton plaisir, il était là. Rassure-toi que ton fils va aussi te demander ça demain.
Donc c'est ça la loi. Donc ceux qui disaient là que je suis en train d'échouer, tu es en train d'échouer parce que tu envoies l'argent au pays, c'est pas que tu es irresponsable. Assume tes dettes. Mais tu n'es pas organisé. Mais assumer ses dettes, à la base, si on l'a envoyé en Europe, c'est pour étudier. On l'a envoyé, aucun parent. Ou bien faire n'importe quel job pour rembourser déjà l'argent qu'on a pris pour envoyer. À quel moment il se concentre sur ses études? À quel moment il fait tout pourquoi il est arrivé ici? C'est la question. Aucun parent africain n'a envoyé son enfant en Europe pour étudier. Aucun. Wow. C'est une première. Chaque parent a envoyé son enfant. Quel on vous a envoyé en Europe pour étudier, s'il vous plaît? J'ai dit qu'aucun parent africain n'a envoyé son enfant en Europe pour étudier. Chaque parent africain a envoyé son enfant en Europe pour réussir. Ce qui veut dire que si tu arrives là-bas, tu étudies, après tu échoues, le parent n'est pas fier. Si tu arrives là-bas, tu n'étudies pas et tu réussis, le parent est d'accord. Vrai ou faux? Oui, vrai. On t'a envoyé en Europe pour réussir. Alors lorsque tu arrives en Europe, tu as une obligation de t'organiser pour réussir. L'école n'est pas un frein au succès. C'est lorsqu'on devient esclave de l'école que ça devient un frein. C'est lorsqu'on commence à canaliser notre esprit en se disant que je dois seulement réussir ici. Donc tout ce qu'on va dire, je dois être comme ceci, je dois aller à l'école, je dois faire ceci, je n'ai rien d'autre à faire. Tu te comportes comme un enfant du lycée. Lorsque tu as traversé le lycée, ton cerveau doit se développer. Il doit déjà comprendre, lorsque tu as 18 ans, tu dois déjà comprendre que tu dois être responsable. Et responsable de quelqu'un, responsable d'une personne. C'est pour ça que j'encourage les jeunes à faire les enfants très tôt, pour pouvoir devenir responsable de quelqu'un. Parce que lorsque tu as une responsabilité, tu commences à te mettre la pression pour pouvoir sauver quelqu'un. D'où je dis habituellement, quand tu réfléchis encore que je vais manger quoi, ta réflexion est limitée. Mais quand tu réfléchis qu'ils vont manger quoi, mes enfants, ta réflexion devient largement ouverte. À ce moment, l'effort que tu fais, quand tu te lèves comme ça à 5 heures, pour aller à l'école à 7 heures, tu trouves que tu as trop fait. Non, mon frère, quand tu vas penser que l'enfant là va manger quoi, tu vas dormir au travail et venir partir à l'école à 7 heures. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'on a évolué comme ça. Est-ce qu'on n'a pas réussi à un certain niveau? Donc, un enfant qui ne peut pas gérer l'école, envoyer l'argent pour payer ses dettes. Payer ses dettes, parce que ce sont les dettes. Tous qui sont en Europe là, ils sont endettés, ils ne veulent pas payer. Ils doivent payer. C'est une obligation. Le parent a besoin de pouvoir assurer sa retraite parce qu'après vous allez vous moquer de lui. Donc remboursez-lui son argent. C'était ses économies. Le parent a le devoir d'assurer sa retraite, rembourser-lui son argent, c'était ses économies. Alors c'est sur ces mots, n'est-ce pas, que nous clôturons cette première question, cette première partie. Dans la suite, j'aimerais vous demander à Monsieur James Lawrence, vous qui parlez de diaspora, de réussite, de problèmes mentaux. Alors, comment est-ce qu'on peut vaincre le stress dans un pays ou bien dans un environnement qui est hyper stressant? L'Allemagne n'est pas... Comment combattre les lettres du Ausland de Höder, hein? Le Ordnungs Am, les crédits et tout ce qui, n'est-ce pas, comporte, tout ce qui peuvent apporter le stress, tous ces facteurs de stress qui, n'est-ce pas, peuvent perturber la vie, la réussite et parfois même le bien-être mental. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on en parle un peu. Vous avez parlé tout à l'heure d'être coach aussi en psychologie. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour, n'est-ce pas, se dédouaner de toutes ces charges morales là qui nous entourent? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes qu'on perd aujourd'hui en Europe à cause du stress. Et on stresse par rapport à par rapport au fait qu'on a fixé nos attentes très loin. Lorsqu'on ne fixe pas les attentes loin, on ne peut pas stresser. Pour moi, l'Allemagne n'est pas stressant. L'Allemagne, c'est une réalité.
Lorsque tu décides de vivre dans cette réalité, il faut savoir comment gérer ça. Il y a des gens que j'accompagne dans le problème de stress. Je vais expliquer. Il y a des gens que j'accompagne dans le stress. Qu'est-ce qui donne le stress aux gens? On s'ajoute des problèmes et des charges mentales inutiles qui ne servent à rien. Lorsque vous arrivez par exemple en Allemagne, l'Allemagne a déjà fixé des règles et des lois avec un certain fonctionnement. C'est un pays que je respecte même parce qu'ils respectent pratiquement leurs lois et leurs règles. Lorsque vous arrivez en Allemagne, ne mettez pas seulement la langue comme la clé de l'intégration. Mettez le droit comme la première clé d'intégration. Il faut connaître vos droits, il faut connaître le fonctionnement. Lorsque vous entrez, vous étudiez le droit et le système de fonctionnement allemand, vous n'allez plus stresser. Parce que l'Allemagne, c'est la lettre. C'est le système de fonctionnement de l'Allemagne. Si on enlève ça en Allemagne, ce n'est plus l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la rigueur. On a fonctionné dans des pays qui étaient un peu tortueux comme ça. Donc lorsque tu arrives, tu aimais les choses tortueuses, tu arrives en Allemagne, tu dis, je suis dans la rigueur, je dois être dans la rigueur. L'Allemagne, c'est tout cet ensemble-là, l'école, tout ça. Lorsque tu arrives, tu comprends, tu étudies, tu comprends que l'environnement où je suis, je ne peux pas m'en sortir dedans à ce moment. Pour ne pas stresser, plie tes bagages, tu pars, parce que tu vas devenir fou. Il faut d'abord se connaître soi-même, parce que c'est toi-même que tu vas intégrer dans la société allemande. C'est toi que tu vas intégrer dans la société allemande. Comment concrètement se connaître soi-même pour pouvoir s'intégrer dans la société allemande? Parce que le but de ma question ici, sans blabla, c'est de savoir comment arrêter de stresser. Parce que le stress tue énormément de nos compatriotes ici en Europe. Arrêter de stresser, c'est réduire ses problèmes et ses charges mentales. Il n'y a rien d'autre que ça. Quand je prends un cas, allons-y. Un jeune qui vient d'arriver en Allemagne, un jeune garçon qui vient d'arriver en Allemagne, il a 22 ans. Il s'élève, il est quitté du pays, et il a peut-être la dette de 9 000 € parce qu'il a voyagé, il a les dettes. Avant même d'arriver dans le pays, il a déjà les dettes. Il arrive, malgré qu'il a les dettes, il prend une première chose, il s'entoure avec les amis qui vont pas l'aider à réfléchir dans le sens de la progression, qui vont l'aider à réfléchir en premier, par exemple, dans le sens de la fête. Troisième des choses, il se prend une copine parce qu'il a voyagé, il a 9 000 € dans le sac. Hein? Il prend une copine, il met l'amour, il met tout autour de lui. Il commence à aller vivre dans ce champagne, dans ce trucs. Il sait très bien parce que se connaître soi-même, c'est de savoir que là où je suis quitté du pays là, mes parents ont cotisé pour que je puisse voyager avec les 9 000 € là. C'est se connaître soi-même. Mais lorsque tu arrives maintenant, tu connais très bien que tes parents n'auront plus un autre argent pour t'envoyer. Tu arrives, tu ajoutes déjà des charges sur ton cerveau. Pourquoi tu ne vas pas stresser? Une fille va arriver, elle n'a même pas encore bien, c'est pas encore bien installée. Elle commence déjà à courir, à aller tomber enceinte pour faire un enfant. Comment tu ne vas pas stresser? Réduis ta charge mentale. Définis-toi un objectif, tu restes sur la trajectoire de cet objectif. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, si je me lève, on me demande que tu es en Allemagne, tu fais encore quoi là? Je connais pourquoi je suis là. Je ne tourne pas. C'est objectivement ce qui veut dire que toutes les lettres qui viennent par rapport à l'objectif que j'ai, ce sont des lettres qui ne me frayent plus. Parce que quand ça vient, c'est dur, c'est rouge même. Quand je lis, je dis que vous n'êtes pas encore arrivé. Je vais arriver là où je pars. Je leur ai écrit par rapport à ça. Parce que j'ai réduit toutes les charges mentales. Les charges mentales, je n'attends rien. Quand quelqu'un m'appelle du pays, quand ça sonne chez moi, je vois 237, je ne décroche pas cet appel, même si c'est qui. Je connais que j'ai 2 numéros que je vais décrocher, je m'en fous de ça. Les réseaux sociaux, je ne m'intéresse pas à ça. Je suis sur une trajectoire de succès. Certaines personnes disent que la sorcellerie traverse déjà l'eau. Quand vous dites que l'appel du tout, ça traverse l'eau, ne pas. Donc, ils ont peur, parce que la sorcellerie traverse déjà l'eau. Et soit disant, on lance déjà le cancer. Si vous êtes conscient que vous êtes endetté, et que votre créancier vous appelle, et que vous ne décrochez pas, vous attendez forcément à une certaine... Non.
Non, 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 non. J'enseigne pas ce genre de choses aux gens. Le créancier reste le créancier. Le créancier, ce n'est même pas lui qui vous appelle, c'est vous qui l'appelez. Le créancier reste le créancier, ça reste une obligation. C'est vous qui l'appelez, c'est pas toi qui l'appelles. Mais quand je dis que votre téléphone, il y a des choses, il y a des enfants qui arrivent en Europe. La première des choses, ils partent chercher le stress eux-mêmes. Première des choses, ils quittent l'Allemagne qu'il est. Ils partent d'abord se filmer à la Tour Eiffel à Paris pour prouver que je suis maintenant en Europe. Parce que quand il va se filmer en allemand, on ne va pas bien confirmer. Il faut qu'il prouve qu'il est à Paris. Là, maintenant, il va envoyer les photos. Quand il envoie les photos comme ça, il a envoyé sur quoi? Sur le Facebook de ses amis du collège et tout ça. Les amis du collège vont commencer à faire quoi? Gars, tu es déjà en Allemagne. Ils veulent déjà venir en Allemagne pour toi, comme toi. N'est-ce pas? Ils commencent à te mettre la charge. Tu vas vouloir être bon envers eux parce que tu vas te retrouver en train de regarder les documents, des trucs que tu ne connais même pas encore. Mais tu essayes de faire plaisir à ses amis. La famille va voir, tu commences à te mettre la pression. Il y a un autre côté qui tue beaucoup de jeunes. Quand ils arrivent, ils ne regardent pas le créancier. Mais la première des choses, quand il vient de découvrir l'argent, il prend ses 100 euros. Il envoie son petit frère pour montrer que c'est moi le grand, je viens de découvrir. Il ne connaît même pas encore le territoire où il se retrouve. Quand le petit frère, on n'enseigne rien à quelqu'un et on abandonne. Ne commence jamais ce que tu ne peux pas terminer. Ce qui veut dire qu'il est très primordial pour ce jeune qui a peur, qui a besoin de réduire son stress, une fois qu'il arrive, de ne pas envoyer l'argent très tôt en Afrique tant qu'il sait qu'il n'a pas encore une bonne fondation. Mais si tu cours, tu veux prouver que tu es grand, tu vas devenir grand, ne t'inquiète pas. Ok. Autrement dit, il faut aller pas à pas, n'est-ce pas, se détacher de tout ce qui peut nous contraindre à nous éloigner du chemin, de l'objectif que nous sommes fixés. Il faut avoir un objectif, c'est tout. Et comme ça, on peut vivre sans le stress. Si vous avez un objectif, vous n'avez aucun stress. On peut réduire le stress. Ok, ouais. Si vous avez un objectif que vous êtes fixé et que vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif, cela n'est pas une source de stress. Il y a une chose dans la vie. Il y a une chose dans la vie. Quand vous vous levez le matin, il faudrait savoir que vous pouvez aussi mourir. Quand vous vous levez le matin et que vous avez tourné la tête comme ça, il faudrait savoir à l'instant que vous pouvez aussi mourir. Quand vous naissez, il faudrait savoir que vous allez aussi mourir. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes sur un objectif, il faudrait travailler pour que l'objectif puisse aboutir. Mais il ne faudrait pas mettre le côté de l'échec parce que ça travaille ton mental. Donc les gens qui marchent avec la confiance, je vais réussir, sont des idiots. Il faudrait savoir qu'il y a des accidents dans le fonctionnement. On travaille pour réussir, mais il y a toujours des accidents. À ce moment, rien ne peut pas me stresser. Monsieur Perfecto, on a décidé de lancer ce live, non? Oui. À 20 h, n'est-ce pas? Précisément, oui. Il n'a pas fonctionné, non? Oui. Est-ce que vous savez que juste par le fait qu'il n'a pas fonctionné, on devait abandonner? On devait dire qu'on ne fait plus. On devait... Sur ce, je peux vous rejoindre. D'aucuns vont abandonner. Et je pense que quelqu'un qui a un cerveau allumé essaye de faire avec les contraintes qui s'opposent pour obtenir le résultat escompté. Donc c'est ça. On parle de la médiocrité pour atteindre l'excellence. Donc, on a essayé, ça a fonctionné. Les auditeurs sont là malgré le match de Barcelone. Les jeux Real, nous parlons, nous discutons, nous éduquons. C'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça. Sinon. Donc on vient de traverser une phase de stress et on a résolu le stress en comprenant qu'on fait avec ce qu'on a. Point barre. D'accord. On résout le stress en faisant avec ce qu'on a pour résoudre le problème de stress et dissiper le problème de stress, chasser le stress véritablement. On essaye d'apprendre à échouer tout en gardant l'objectif à portée de vue. Ouais. Savoir tomber, savoir se relever pour continuer à avancer. Et je pense que c'est dans l'échec que les forts et les héros
se forme. Surtout l'échec est la source du succès. D'accord. Très bien. Monsieur Jérôme, nous continuons, n'est-ce pas, cette interview exclusive, toujours dans le cadre de la diaspora et des jeunes qui immigrent en Europe, avec quelques faits d'actualité qui ont, n'est-ce pas, fait jaser la toile. Je vais commencer par le frère camerounais qui s'est fait, à qui on a porté atteinte à la vie. Je crois que les mots justes sont sur Internet, à qui on a apporté atteinte à la vie du côté de Berlin. Pour vous, quel conseil pouvez-vous donner face à cette situation à un jeune qui vient d'arriver en Europe, qui se cherche, qui n'a pas encore de repères, qui a même beaux actions, on peut dire comme ça? Comment est-ce qu'il doit se comporter pour pouvoir atteindre son objectif? Vous revenez sur un sujet, j'avais fait la vidéo sur le gars en question. J'ai été insulté sur Internet. Mais j'espère que vous êtes au courant de ce qu'il a fait. Pardon? Peut-être à cause de votre manière de vous exprimer. Évidemment, je suis un homme de la vérité. Je tire avec les vraies balles. Celui qui me rencontre demain, il aura assumé que j'ai tiré avec les vraies balles. J'avais tiré sur le cas de ce gars, sans toutefois utiliser les vrais mots. Mais j'espère que vous avez vu les vidéos qui sont en train de circuler à cet instant, que ce sont les vrais mots que j'évitais d'utiliser dedans qui sont sortis. Alors, vous parlez de quoi précisément? Règlement de compte. On peut continuer. Okay. Donc, lorsque un jeune arrive en Europe, j'entends souvent le terme racisme. Je ne vais plus le prononcer. Je subis, je subis, je subis. La première des choses, les gens ne mettent pas dans leur esprit que c'est un virus qu'on installe dans ton cerveau pour t'affaiblir. Donc, quand tu te lèves de ton pays, l'Afrique, tu viens en Europe, ne viens pas t'attendre qu'on t'aime. Tu vas prononcer le mot racisme parce que tu attends qu'on t'aime. Tu n'es pas venu attendre qu'on t'aime. Tu es venu prendre ce que tu as, tu fous le camp. Donc, si tous les jours tu dis que, oh, ils sont ceci, ils sont cela, c'est parce que tu es faible. C'est parce que tu n'as pas la capacité de prendre ce que tu es venu prendre. Mais si tu travailles sur ton énergie, ta compétence, ton cerveau, tu ne diras jamais que ça existe. On a vécu dans des pays où on dit que ce sont des pays racistes. Mais combien, moi, j'ai jamais été touché? Ces gens-là sont venus, ils ont cassé, je me rappelle une fois, ils sont venus, ils ont cassé ma boutique. Mais quand je suis resté, j'ai regardé à quel niveau j'ai fauté. J'ai compris que je suis parti dans leur territoire. Si je n'étais pas parti dans leur territoire, je ne me ferais rien. Donc, il y a des gens qui subissent le cas ici parce qu'ils se lèvent, ils vont dans les territoires ennemis, où ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de prendre quelque chose là-bas, mais ils partent quand même forcer. Quand tu viens en Europe, il faut savoir ce que tu es venu faire. Si on dit qu'il y a quelque part là-bas, c'est le danger. Ne fais pas le King Kong. Si tu ne peux pas prendre par la politique, la stratégie, n'utilise pas tes muscles, fuis. Va chercher ailleurs. Tu n'es pas fort, tu n'es pas chez toi. D'ailleurs, même chez toi, quand on dit, oh, quand on dit bijoux portable, toi-même tu te lèves, tu peux donner. Combien de fois en territoire où tu n'as pas la même peau, tu n'as rien? Pourquoi tu viens faire le King Kong ici? Donc quand tu te lèves, tu viens en Europe, connais qui tu es. Bats-toi. J'ai déjà été, je suis un diamant. J'ai été agressé ici. Hein. J'ai été agressé. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est... Porter plainte de quoi? Et avez-vous porté plainte? Je n'ai pas porté plainte. Ma plainte, c'était dans un endroit où vous n'étiez pas censé vous retrouver. Ce n'est pas ça. J'étais pourtant dans un bon endroit. Mais j'étais confondu. Parce qu'il y a un frère qui a fait quelque chose de mal et moi j'ai été confondu. Mais qu'est-ce qui m'a aidé dedans? C'est parce que j'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne fait pas le King Kong. Je peux raconter l'histoire. Je sortais. J'étais en scooter. Je sors. Je vois simplement une grosse voiture. Une BM qui garde devant moi.
Deux garçons sortent, l'autre sort avec le poignard. Eh, c'est quoi? On m'a bloqué. Je regarde le cas comme ça, je comprends que ici c'est grave. La première des choses, je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Je me mets à genoux, je commence à parler. Brouda, brouda. Moi-même, j'ai commencé à parler allemand à l'heure là. Voici ce problème. J'étais déjà à genoux. Ils sont devant moi. Je n'ai pas besoin de faire la force. Je suis faible. J'ai demandé pardon, même pour mon frère qui avait fait le mal, sans toutefois connaître. Ils sont partis, je suis resté en santé. Mieux vaut hein, un lâcheux vivant qu'un héros mort. Mort. Autrement dit, pour rester, n'est-ce pas, en santé, sans sortir, il faut être calé sur ses objectifs, éviter des milieux dangereux, ne faire confiance qu'à soi-même, ne pas se mélanger dans des endroits qu'on ne maîtrise pas, ni les tenants, ni les aboutissants, et ne pas se frapper la poitrine de dire je suis africain, je suis fort, j'ai appris à me battre, du consort. Même ton gris-gris, mon frère, laisse ça. Tu ne connais pas le gris-gris que l'autre a. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour quoi? On est en Europe pourquoi? Pour chercher l'argent, non? Pour chercher notre bonheur. Frère, on est venu pour ça. Gagnons ça, on fout le camp. Le reste qu'on va nous dire là, ce n'est pas pour nous. Demain, si on entend tu vas aller porter les armes. Qu'est-ce que tu vas faire? Le premier chemin, et tu vois l'avion qui est en train de partir vers la direction qui va chez toi. Tu portes tes bagages, tu dis que j'étais avec vous. Au revoir, restez avec vos problèmes. Et très concrètement, il faut éviter les problèmes. Ouais. Monsieur Jérôme, revenons sur une affaire qui a défrayé la chronique. Qui a secoué le Cameroun et l'Afrique tout entière. Une affaire, n'est-ce pas, qui a ému plusieurs personnes. Des femmes ont coulé des larmes. Nous avons eu des témoignages poignants. Nous avons eu des personnes qui surtout par l'ampleur, n'est-ce pas, de cet événement-là, pour monter, n'est-ce pas, des slogans, pour condamner cette personne et les faits qui lui étaient reprochés. Je parle ici, bien évidemment, de l'affaire Octa, qui a secoué la toile, qui a secoué la diaspora, qui a secoué le Cameroun. Mais contrairement, n'est-ce pas, à la pensée populaire, vous étiez contre vents et marées. Vous avez milité, vous vous êtes battu pour innocenter M. Octa. M. James, êtes-vous complice? Quels étaient vos arguments en ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à dos pratiquement toute la toile en soutenant ce monsieur? Chaque fois que vous prenez une parole contre la société, vous êtes directement complice. Je suis complice. Je l'accepte, je l'assume. Je l'assume parce que j'ai des convictions. Alors, ceux qui écoutent souvent le long générique, dans mon long générique, je dis toujours que seuls les poissons vivants vont dans le sens opposé du courant d'eau. Les poissons morts vont dans le sens de l'eau. Nous sommes sur Internet. Tous ceux qui sont sur Internet, 95% sont des poissons morts. Autrement dit, vous êtes un poisson vivant. Je suis un poisson vivant. Monsieur Hervé Bokda, que j'ai connu sur Internet, hein, juste parce que j'avais la conviction qu'il était en train de subir un sabotage. Lorsque son dossier est arrivé sur Internet, je me suis assis, j'ai étudié les dossiers, j'ai regardé de fond en comble comment on peut fabriquer les faux témoignages, j'ai étudié tout ça et j'ai compris après peut-être 2 jours d'études que ça, nous sommes dans un montage. On veut finir avec ce monsieur. Vous qui êtes en face de moi, il ne faut pas être au milieu des pauvres hein, si votre père a l'argent. On va dire que votre père est dans la rose quoi. Allez vous supporter. Une fois qu'un enfant a l'argent, votre père est dans une secte.
C'est une obligation. Si tu es avec les pauvres, assume seulement que ton père est dedans parce que tu ne peux rien faire. C'est comme ça, c'est éternel. Alors, monsieur Hervé Bobda sur Internet a commencé à subir l'argent. Son père a l'argent. Donc, il subit malheureusement son argent. Son argent est devenu un poison contre lui. Le connaissez-vous personnellement? Actuellement, je connais personnellement et parfaitement Hervé Bobda. Je cause avec lui comme un grand frère. Il est même mon coach en polygamie. Parce qu'il m'enseigne la polygamie, oui. Ok. Il est... Monsieur Hervé Bobda, c'est quelqu'un qui aime bien les femmes. C'est même une bénédiction pour lui. C'est pas une malédiction, hein. Donc, ce qu'on disait là, la seule chose qu'on disait là, qui était vrai, c'est qu'il aime bien les femmes. Et il m'a affirmé que son père lui a béni. C'est-à-dire qu'il lui a donné la bénédiction d'être polygame. S'il y a même moyen qu'il soit même centrigame. C'est une bénédiction des parents. Alors, dans sa bénédiction des parents, il aime les femmes. Mais lorsque vous avez déjà l'argent, et que vous commencez à faire des choses, vous aurez forcément des jaloux. Surtout et surtout, lorsque le papa qui était là est déjà fini, on l'a enterré. Il y a toujours forcément les problèmes de famille. Et s'il y a les problèmes de famille, il faut s'attendre toujours au combat d'héritage. Il faut toujours s'attendre au combat de partenariat dans les sociétés, dans les business. Et à ce moment, qui est-ce qu'on doit couper la tête? C'est le représentant direct du papa, vrai ou faux? Autrement dit, M. Bobda était victime d'une cabale. Mais que faites-vous donc de ces plaintes-là qu'on a vues sur Internet, ces femmes-là qui s'indignaient, tous ces témoignages-là? Est-ce que vous savez que votre prise de position a pu heurter plus d'un? Je prends un exemple. Je suis une femme, j'ai été victime de viol et que j'accuse par exemple M. Bobda. Je ne dis pas qu'il est coupable ou non coupable. La justice a fait son travail et s'il est libre aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments prouvants pour l'inculper. Donc, je ne m'inscris en aucun sens, je ne prends aucune position. Maintenant, j'essaye de ne pas être juge et bourreau en même temps. J'essaye de me positionner, n'est-ce pas, du côté de l'agresseur et du côté de l'agressé. Du côté de l'agressé, est-ce que vous ne pensez pas, s'il y a eu quelqu'un qui a été agressé, qui a été victime de viol, de ces souffrances, de ces maltraitances physiques-là, cette personne-là n'a pas... Qu'est-ce que cette personne va ressentir, pourra ressentir lorsque elle vous écoute parler avec véhémence de ce cas-là et dire que tout cela est de la foudre éternelle, un subterfuge, des trucs qui ont été faits, n'est-ce pas, pour arracher une pseudo-fortune. Est-ce que vous savez ce que la personne en face de vous qui a été victime, si cette personne existe, peut ressentir? Voyez-vous pas que vous êtes allé au point de vous mettre toute la toile à dos? Quand j'ai des convictions, hein, il n'est même pas le seul. La plupart des temps, mes convictions m'amènent toujours vers des éléments positifs. J'ai eu des convictions ici, je vais vous prendre des cas sur les réseaux sociaux. Il y a un certain Apoutou National qui est parti se faire baptiser. J'ai fait une vidéo, je lui ai dit, ça t'attend devant. Il est en prison. Vous entendez? Je suis venu, quand j'ai vu la vidéo, je lui ai dit que tu es parti te faire baptiser. Tu as mis le diable devant ta porte, ça va te frapper. Ça l'attend. Il y a le pasteur Marcelo. Lorsque j'ai vu comment il faisait la prière sous la pluie, comme ceci, comme cela, j'ai compris que c'est quelqu'un qui est en train de provoquer une force qui va le dépasser. J'ai fait une vidéo, je l'ai averti, ça l'a frappé quelque temps après. Et c'est un cas où je dis simplement comme ça. Ce qui veut dire que lorsque je me jette sur une conviction, j'ai pris le temps, j'ai analysé, j'ai ressenti mon énergie par rapport à ça. Je vais jusqu'au bout. Malgré tout ça, vous pouvez vous tromper. Si dans ma vie, j'ai la chance de me tromper à 5%, sur 95%, Monsieur Hervé Bobda, il y a des éléments de preuve. Monsieur Tony Record, moi, que vous voyez, j'ai subi les mêmes choses que Monsieur Hervé Bobda. Chaque fois que vous vous levez, vous voulez devenir grand dans la société. On va raconter des conneries sur vous. Et c'est ça la preuve que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous reconstruire. Si on ne dit rien sur vous, rassurez-vous, vous êtes inutile dans la société. J'ai connu des amis en Ukraine.
Qu'on est venu s'asseoir devant moi, on me raconte qui sort la nuit, les sorciers, point barre. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne a peut-être plus d'argent que l'autre. C'est une obligation. Si vous dépassez quelqu'un, on va fabriquer des choses sur vous. C'est la loi de la vie. La meilleure façon de casser quelqu'un, c'est les jaloux sont comme ça. Les jaloux, quand ils cherchent le moyen de vous toucher spirituellement, ils n'ont pas la capacité de vous toucher spirituellement, ils vont passer mécaniquement et pas des gens. Aujourd'hui, ce monsieur Hervé Bobda, il continue à subir. J'ai jamais pris 5 francs de lui. Hein. J'en ai même pas besoin. Je cause avec lui, même là où je parle avec vous, je peux l'appeler au téléphone. Même là où je parle là, je peux l'appeler là maintenant, il va répondre. Mais, avoir quelqu'un qui est aussi simple, il est simple parce que c'est moi. Parce qu'il gagne quelque chose, je ne demande rien. Mais parce qu'il est simple, alors il subit. C'est la loi de la vie. Lorsque vous avez des convictions, monsieur Tony le coach, et que vous avez compris que derrière ça, vous pouvez réussir. Hein? Quand vous voulez soutenir quelqu'un, soutenez-le. Moi, aujourd'hui, je suis contre le professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. C'est ma conviction. Je ne crois pas. C'est tout. C'est tout un autre thème. C'est une question qui, n'est-ce pas, peut traiter, elle peut être le sujet, n'est-ce pas, d'un autre débat, d'un autre jour. Peut-être ouais. On a même déjà fait plus d'1 heure. Restons sur ce qui est à l'ordre du jour. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir, monsieur Jérôme, pour ceux qui vous regardent, pour ceux qui vous connaissent, pour ceux qui vous tutoient, vous êtes aujourd'hui coach. Vous êtes aujourd'hui un personnage public. Vos prises de position font foi sur Internet et sont partagées dans beaucoup de foyers. Avez-vous un message aujourd'hui, à l'heure qu'il est, avant la clôture de cette émission pour tous ceux qui nous regardent? Je n'ai pas vraiment un message. Hein. Je leur dirais simplement que la relance en 2025, je ne donne plus gratuitement. J'ai donné en 2023 gratuitement, en 2025 gratuitement. Si vous avez mes vidéos sur les réseaux, bénéficiez de ça. Mais si vous avez le courage de venir dans mon inbox, assumez le courage de inbox. Le inbox se paye. J'accompagne les gens psychologiquement dans beaucoup de domaines. Je dis bien que dans tout ce que vous entendez psychologie, parce que les gens ne le savent pas, ça peut être la psychologie des affaires, ça peut être la vie, ça peut être l'éducation. La relance, c'est la psychologie dans tous les domaines. Si ton cerveau, tu pensais qu'il est déjà éteint et qu'il te faut un marteau pour te réveiller, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas 5 minutes pour te faire comprendre que tu dois te réveiller. C'est une obligation. Donc, c'est un traitement à l'électrochoc cérébral que vous proposez à tous ceux qui viennent vous voir en consultation. Donc, autrement dit, vous proposez une version plus véhémente, plus virulente et plus choquante de Jérôme lorsqu'on vient vous voir en consultation et forcément avec des résultats probants. C'est ce que vous voulez dire. Évidemment. Direct. C'est face to face. Face to face. Parce qu'avant de traiter une personne, tu essayes de connaître la personne. Et là, tu martèles la personne sur sa vérité. Si je peux vous dire une chose, il y a une fille qui est venue me voir. Oh, mon gars m'a quitté, oh, mon gars m'a quitté. Je lui ai dit que parle. Je lui ai posé des questions jusqu'à son intimité. Quand j'ai dégagé ça sur l'intimité, je lui ai dit, demain, il faut que je t'envoie acheter tel savon, c'est ton cocorico qui a un problème. Et c'est pour ça. Donc, il faut comprendre à quel niveau je vais jusqu'à marteler le cerveau d'une personne pour que tu puisses te réveiller. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette manière de faire là peut faire parfois reculer des personnes? Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont fragiles. La méthode aussi parfois joue beaucoup lors d'un entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à ceux qui ont peur de vous écrire, n'est-ce pas, en inbox? La plupart des gens,
ont été bercés. La plupart des enfants, des jeunes qui sont là, ce sont les parents qui leur ont gâté. Hein. La plupart, hein, ce sont les parents qui sont la cause de leur échec. Hein. Les parents ont trop bercé. Les parents ont trop bercé. Et quand le parent a trop bercé et que cette personne vient devant toi, il y a des gens que vous allez trouver aujourd'hui dans la société, comme je parle par exemple du retour en Afrique. Vous allez trouver des gens ici, ils ont 50 ans. Le 50 ans qui vit là, c'est le papa qui l'a gâté. Hein. Donc, il faudrait choquer son esprit pour qu'il se réveille, pour se faire comprendre que, hey, je suis un homme. Je ne suis plus enfant à papa. 50 ans. Quelle est la... Vous m'avez posé une question ici, l'éducation de base. Quelle est la souche de l'éducation? Moi, aujourd'hui, je deviens un peu doux, hein, parce que mon père était très violent. Donc, aujourd'hui, c'est moi, c'est la vieillesse que devient doux. Je connaissais même pas la douceur. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir changer ces gens qui sont dans ce blocus psychologique, il faudrait faire quoi? Il faut d'abord marteler. Ça entre dans le cerveau. Quand ça entre dans le cerveau, à ce moment-là, pour pouvoir t'injecter, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on met une piqûre sur toi? Ça pique, non? Et on met le produit en douceur. Le produit, quand il commence à agir dans ton corps, tu le ressens? Non. Mais il faut d'abord affronter la piqûre. Donc, pour mieux soigner une personne, je choque d'abord son esprit. Il ressent ça. Il comprend qu'il est nul. Il est un idiot lui-même. Je lui dis même que reprends. Tu dis que je suis idiot. Et tu dis à l'idiot aussi de quitter de ton cerveau. Non, mais ça, ce sont des méthodes dignes d'un autre temps, monsieur Jérôme. Ah, on est dans l'autre temps, hein. On parle, c'est un peu faire du raisonnement par l'absurde. Ça, c'est ma méthode à moi. Hein. Tant que ça donne des résultats, ceux qui ne m'ont... Est-ce que j'invite tout le... J'oblige pas les gens à venir chez moi. Personne. Si tu trouves que la méthode, si peut t'aller, tu viens. Parce que déjà, ce que je fais sur Internet te montre que je ne vais pas te lâcher. Vous payez pour vous faire insulter. Internet? Non, je dis quelqu'un qui vient chez vous, il paye pour se faire insulter. C'est seulement là-bas. C'est seulement se faire insulter. Vous savez combien de personnes, il y a des gens qui payent pour qu'on leur... D'ailleurs, il y a des gens qui payent, ils partent en boîte de nuit. Ils payent le champagne pour se faire laver, salir. Ils payent eux-mêmes, non? Mais là-bas, c'est leur plaisir personnel. Ah, prends donc le plaisir de te faire choquer l'esprit. Prends le plaisir de te faire choquer l'esprit pour qu'il y ait un changement en toi. C'est une obligation. Ok. Merci beaucoup. Merci aux internautes, à tous les panélistes. Nous allons remercier comme ça Gaga Fierce pour les likes, Joël Watt, Hilaire, Mohamed pour les commentaires. On a la famille d'abord. On a Coach Gianni Chou. On a Héros National. On a tous les autres panélistes, toutes les autres personnes, n'est-ce pas, qui ont visionné cette émission et qui ont commenté, qui ont liké, qui ont tapoté et qui ont envoyé des pièces et tous les cadeaux. Ça nous fait énormément plaisir. C'était la première édition, n'est-ce pas, d'une série d'interviews qui seront programmées au fur et à mesure et on abordera beaucoup de sujets les plus actuels, les plus récents comme les plus anciens, l'actualité, ce qui fait le buzz, ce qui défraie la chronique, tout en gardant vos cerveaux allumés. Ce fut un plaisir grandiloquent de vous avoir nombreux ce soir. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt sur les mêmes chaînes, avec les mêmes personnages, avec des sujets aussi brûlants. Pour un essai qui avait très mal commencé, nous sommes très bien en sortis. Nous vous remercions d'avoir été là, d'avoir été présents, de nous avoir aussi motivés à travers, n'est-ce pas, cette chaleur que vous nous apportez avec les cœurs et aussi les questions que vous posez. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une prochaine édition. Monsieur Jérôme, merci de vous être prêté au jeu. Merci d'avoir été, n'est-ce pas, sincère et ouvert, malgré vos propos assez, n'est-ce pas, dispendieux que vous avez utilisés autour de la soirée. Vous avez choqué plus d'un, ça s'est vu dans les commentaires, ça s'est vu à travers les réactions de vos internautes. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Sur ce, Monsieur Tony Record va vous laisser et j'espère vous retrouver, comme je l'ai dit, encore très bientôt pour une nouvelle édition. Merci. À très bientôt, Monsieur Record. Soyez juste plus prêt avec des questions un peu plus poignantes parce que mon esprit n'aime pas la faiblesse. Bonne soirée à vous.
Vous savez, c'était une entame et on va un peu crescendo. D'entrée de jeu, on ne pourrait pas aller très loin et choquer l'éditoire au point de vous emmener, mais bon, je comprends votre jeu. Ce fut un plaisir et on se dit à très bientôt. Merci, partagez, likez et abonnez-vous surtout à nos différentes pages respectives où vous pouvez découvrir des contenus assez intéressants. Et je vous dis au revoir. Bon